Merci Antoine, merci à vous de tenir encore jusqu'à l'heure du déjeuner pour cette présentation matinale. Je vais donc vous présenter ce programme Cruzamento, qui est donc un programme, une expérience nouvelle que nous avons conduite en partenariat avec l'école de guerre et qui a porté très vite ses fruits puisqu'on s'est rendu compte que le croisement de deux univers qui a priori ne se connaissent pas était très rapidement fertile. Alors, je m'approprie l'appareil. Non, c'est pas comme ça. Ah, ah bon, d'accord. Alors d'abord, qui connaît l'école de guerre? Qui sait à quoi sert l'école de guerre? Oui? En deux mots, l'école de guerre, c'est l'exécutif MBA des officiers supérieurs des armées. Quand vous faites une carrière militaire en France, vous avez 4 écoles. J'ai inclus donc l'école de la gendarmerie de Melun. Et 20 à 25% des meilleurs se retrouvent à l'âge de 35, 37, 38 ans, sélectionnés, cooptés pour passer le concours interne de l'école de guerre, qui est une école qui est à plein temps pour 1 an. Et on y ajoute dans cette école une promotion d'étrangers, puisqu'il y a à peu près 40 à 50 nationalités différentes qui sont représentées, de pays alliés, de pays amis ou proches. Et c'est cet ensemble-là de 240 auditeurs de l'école de guerre qui apprennent, pour certains d'entre eux, à se préparer à une carrière de dirigeant. C'est-à-dire que dans cette promotion-là, vous allez avoir 25 à 30% des 25 à 30% du début de la formation académique qui peuvent espérer un jour être amiral ou général. Vous voyez le principe. Donc c'est une école de formation en leadership. Et donc nous avons trouvé intéressant de voir comment on pouvait rapprocher deux populations qui aspirent aux mêmes progressions de carrière avec des civils et qui sont effectivement réputés ou repérés dans leur entreprise privée comme des futurs, donc des cadres supérieurs qui ont à peu près la même tranche d'âge, 35-40 ans, et qui sont repérés par les directions générales et les directions RH comme des futurs dirigeants de leur entreprise privée. Mais j'ai éprouvé... Voilà, alors ça, là c'est la nouvelle promotion qui a démarré en septembre. Comme vous voyez, elle est mixte, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui font des carrières militaires, et comme il y a aussi des femmes qui sont dans des carrières civiles de dirigeants, tant mieux. Décidément, je pense que je vais... Margot, vous allez m'aider. Hop, voilà. J'ai éprouvé le besoin, avant d'aller plus loin dans les détails de cette présentation, de vous expliquer le sens, au fond, qui a abouti à la création de ce programme. Et c'est au fond une histoire qui a démarré il y a fort longtemps. Voilà. Alors, qui connaît Alvin Toffler? 2, 3 personnes. Alvin Toffler, c'est quelqu'un qui a marqué son époque avec beaucoup de retard, puisque en 1970, c'est un prospectiviste américain qui s'est commis dans 2 ouvrages. Le premier qui est Le choc du futur et le deuxième, 10 ans plus tard, La troisième vague. Ce monsieur a dit quelque chose d'important qui est la chose suivante, c'est que après l'ère industrielle, ou dans l'ère industrielle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, prospère, on est dans les années 70, il y a une ère post-industrielle que je nomme l'économie de l'information. Autrement dit, à l'époque, signal inaudible. 1970, le choc du futur, l'économie de l'information, l'immatériel, la société de la connaissance d'aujourd'hui. Mais ce que je retiens de ce qu'a dit Alvin Toffler, c'est ça. Et c'est tout l'enjeu que vous avez, que nous avons tous à partager aujourd'hui, plus que jamais. Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui savent ni lire ni écrire, mais ceux qui sont incapables de désapprendre, d'apprendre et de réapprendre. Cette phrase, je la prononce depuis des années et des années à des dirigeants d'entreprise, puisque notre métier à nous, chez Key People, c'est de convertir des dirigeants d'entreprise à cette posture d'humilité. Qui connaît Ken Hensel? Personne. Si, Antoine.
Ken Olsen, c'est quelqu'un que vous devriez connaître parce que si vous avez aujourd'hui tous ce genre d'instruments dans vos poches, c'est grâce à lui. Et ce monsieur qui était un ingénieur du MIT en 1959, Margot, maintenant j'y vais directif, il a inventé ça, c'est-à-dire le premier mini-ordinateur au monde, c'est-à-dire l'informatique personnelle. On est dans une atmosphère de mainframe. Dans les années 50, il y a que des gros ordinateurs IBM, Univac, Burroughs, tout ça. Et lui, il dit, je suis un chercheur qui a besoin d'avoir un informatique sur ma paillasse. Il a 24 ans, il invente ça. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, merci Margot, c'est qu'il fait naître à côté de ça une entreprise absolument remarquable que personne ne connaît aujourd'hui. Ou très peu, ceux de ma génération. Cette entreprise, c'est la première entreprise apprenante au monde. Elle s'appelle Digital, pour certains Digital Equipment, pour d'autres DEC, Digital Equipment Corporation. Elle est née dans ce moulin de Ménard, qui est un petit village de la banlieue de Boston. Elle est née avec une vision idéaliste de Ken Olsen, qui est de dire, d'un côté, je veux libérer l'homme de la machine, et d'un autre côté, je veux libérer l'homme des structures d'entreprise, gérées par du capitalisme qu'on a connu violent, encore plus violent qu'à son époque. Et donc, merci Margot. Cette entreprise, il en a fait un modèle absolument pionnier, qui est malheureusement très réputé sur la côte est américaine, mais absolument inconnu en France, parce qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Et je vais vous résumer qu'est-ce qui fait qu'elle était une entreprise remarquable. La première, c'est qu'elle est conduite par les valeurs. On entre dans cette entreprise parce qu'on a été coopté par quelqu'un qui y est déjà sur ses valeurs humaines. J'ai vécu ça. La boîte, quand j'y étais, parce que j'y ai passé 10 ans, elle est passée de 50 000 à 100 000 personnes dans le monde, 60 pays. 80% des embauches étaient faites par la cooptation, j'allais dire des adeptes de l'Église, mais ce n'était pas une secte, mais qui étaient des gens qui avaient une sensibilité profonde à l'humanité des gens. Donc on est dans un modèle qui n'a rien à voir avec le modèle qu'on voit partout. Il n'a pas bougé depuis les années 50. Il était interdit de faire des tests d'embauche. Tous les entretiens se faisaient entre plusieurs managers et des candidats. Un validait les compétences, les autres validaient les comportements, les attitudes, la mentalité, l'esprit. Et on cherchait des gens qui avaient un esprit innovant, capable de challenger les structures, démonter les organisations, inventer autre chose, faire des pas de côté. Organiser un réseau, tous les managers de cette entreprise, qui était mondiale, étaient patrons de leur PNL. Chaque manager était chef d'établissement, partout dans le monde. Et qu'est-ce que c'était qu'un manager de proximité? C'est 10 personnes. La RH était à son service pour faire les recrutements, pour faire les formations. C'était un service interne. Au service de l'homme et pas l'inverse. Parce que le premier objectif de cette entreprise, ce n'était pas la satisfaction des clients, ni même celle des actionnaires, c'était la satisfaction des employés. C'était mesuré tous les ans, dans tous les pays du monde, par des enquêtes internes confidentielles. Great Place to Work est arrivé longtemps après, qui se réinventait tous les ans par un double système bottom-up, top-down. Tous les ans, au 1er juillet, on inventait une nouvelle organisation sur mesure pour nous, qui a créé le premier intranet du monde. Moi, j'ai eu mon premier mail en 84, comme tous les employés. On était, à l'époque, 84, on devait être 80 000 dans le monde. Qui a été la RSE, la première entreprise RSE du monde. J'ai la Sustainable Policy de DEC chez moi, 1983. Personnellement, j'ai fait embaucher un ami comme directeur de l'environnement des usines de Galway, de DEC, en Irlande. Premier directeur environnement dans un environnement industriel en Europe. 100% des collaborateurs avaient un entretien annuel d'évaluation. Chaque entretien annuel d'évaluation demandait 2 à 3 heures de préparation.
Et il était fait intelligemment à la date anniversaire de l'embauche du collaborateur. Autrement dit, un bon manager qui avait une équipe de 12 personnes avait en gros, en moyenne, un entretien annuel d'évaluation par mois. Et pas à la va-vite au mois de décembre, ça vous parle. On était formé à faire des entretiens annuels d'évaluation. C'était l'outil le plus merveilleux qui soit de management que j'ai connu de ma carrière. C'est largement remis en cause aujourd'hui pour plein de raisons, des bonnes et des moins bonnes, mais c'était un outil formidable. 50% des évaluations internes étaient fondées sur des soft skills. On en a parlé hier matin. C'était il y a 35 ans. On mesurait les contributions, les comportements, les attitudes des gens dans un ADN ouvert, créatif, innovant, avec le droit à l'erreur. Entreprise privée la plus sociale de France. On est dans les années 80. Mitterrand. 5e semaine de congés payés. Chez DEC, on avait 7 semaines et demie de congés payés en 81. On avait des plans d'achat préférentiels d'actions pour 100% des employés dans le monde entier. On a eu les plans d'épargne entreprise les plus généreux de France. On avait institué l'interdiction de faire des réunions internes après 17 heures. On est dans les années 80. On est en France. Enfin, et c'est là où je voulais en venir, cette entreprise consacrait 18% de sa masse salariale consacrée à la formation interne. Moi, j'étais cadre supérieur. J'ai passé entre 3 et 4 semaines de formation par an pendant 10 ans. Et vous savez ce que j'ai appris ? Le management, le leadership, le management, le leadership, le management, le management, le management, le management. C'est la chose la plus importante qui était édifiée en permanence dans cette entreprise. Avoir des bons managers. Moi, j'ai suivi un séminaire d'une semaine en 83 qui s'appelait Manager Coach. 83. En France, en Normandie, je m'en souviens encore. On avait des conférences avec des érudits, des intellectuels. On avait des séminaires culturels. Moi, j'ai passé 3 jours chez Bruno Lussato, à Montfort-l'Amaury, à rencontrer des scientifiques, des généraux d'armée, des linguistes, des littéraires, pour comprendre le monde, pour mettre de l'intelligence dans des décisions, pour donner un horizon. J'étais dans une boîte américaine. Vous avez bien compris. Il y avait une matrice formidable qui soutenait tout ça. C'était pas ça. Ça, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le baby-foot management. Les happiness managers, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais amener le bonheur au travail. Entre nous, c'est du foutage de gueule, non ? Si on ne change pas la règle du jeu économique, c'est du foutage de gueule, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Il ne faut pas être complice de ça. Vous ne l'êtes pas, sinon vous ne seriez pas là. Moi, je préfère... Margot, la bonne étude de notre ami Esberg et de Maslow. Ça, c'est formidable. Quand vous prenez la peine de comprendre sur quel levier vous vous levez tous les matins, c'est ça que vous trouvez. Tout le monde n'en est pas conscient. Mais quand on sort du ventre de sa mère, on a un désir profond de devenir soi-même et d'évoluer. On a un besoin profond d'être reconnu dans son identité sociale de personne et pas d'individu. On a un besoin profond de vivre en paix dans son environnement professionnel, pas d'être dans des tensions permanentes, comme le savent si bien faire les Américains, du reste. On a un besoin profond de maîtriser son métier. Donc il faut qu'on
grandissent en connaissances, en savoir-faire. Et on a un besoin profond de donner un sens à sa vie et d'être heureux. Et c'est universel. Et c'était le modèle de Digital. C'était la seule entreprise qui ne rémunérait pas ses commerciaux à la commission. Parce qu'elle voulait avoir le souci éthique de vendre au prix juste la bonne solution. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est au cœur, aujourd'hui, de la révolution des générations qui arrivent. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et ces travaux-là datent de l'après-guerre. Le résultat de tout ça, la décennie 80-90, ça a été une décennie formidable. L'entreprise fait 13 milliards de dollars, 100 000 personnes, elle a 30 milliards de dollars en cash. C'est une blue chip adorée par les investisseurs à Wall Street. Elle est numéro 2 mondial informatique derrière IBM. Les meilleurs esprits pensent qu'en 92, c'est fait. Elle croise la courbe. Elle est numéro 1 mondial de la satisfaction client des enquêtes partout dans le monde où on fait des enquêtes dans les journaux. Elle est adorée par ses clients. Elle est évidemment adorée par ses employés. Et beaucoup des clients de DEC avaient qu'une envie, c'était non pas d'acheter un ordinateur DEC, mais de rentrer, d'être recruté dans la boîte. Olsen est élu meilleur manager de l'année par 3 ou 4 économistes occidentaux. Et puis surtout, elle est d'une des vedettes de ce formidable bouquin que vous avez peut-être lu, parce que je crois que c'est le plus grand succès en librairie et en presse économique, le prix de l'excellence. 5 millions d'exemplaires. Je ne pense pas que ce soit égalé depuis. Voilà, 80-90. Et 90-2000, la chute. Alors je passe sur l'environnement géopolitique que vous connaissez tous ou que vous avez tous en mémoire. Je retiens surtout, pour ce qui concerne cette entreprise, c'est l'apparition d'une 3e vague informatique. J'y reviendrai. Lui, il avait inventé la 2e vague, Ken Olsen. La 3e, il n'y a pas cru. C'est terrible ce qu'il a laissé en mémoire. Une phrase. Je ne crois pas qu'on aura un jour besoin d'un ordinateur chez soi. Le même. Ça en dit long sur les visionnaires charismatiques et gourous. Et du coup, Digital, c'est la débâcle. C'est la fin des systèmes propriétaires. Le consommateur veut reprendre le pouvoir sur le fournisseur. C'est Windows. Et Digital est vendu à Compaq. Un mariage contre nature. C'est comme si Dassault était vendu à Carrefour. Catastrophe industrielle. Compaq n'arrive pas à digérer cette boîte. Choc de culture. Merci les banquiers d'affaires. Qui est revendu à HP, qui a mis 15 ans à digérer cette affaire-là, qui n'en sort toujours pas. Parce que ça a coûté quelques milliards de dollars. Voilà. Et bien, prix de l'excellence, je l'ai mis un peu de côté, parce que la plupart des entreprises qui étaient dans cet ouvrage ont disparu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'abord qu'il y a un problème sérieux de gouvernance. Vous avez vu la tête qu'ils ont ? Bon, ça date de l'époque, mais faites des photos comparatives. Alors maintenant, il y a des femmes formidables. Et je suis sincère. Je pense qu'elles vont bouger un petit peu les équilibres dans ces endroits. Mais vous croyez franchement que ces gens-là sont capables d'avoir une vision, aujourd'hui, en 2019, sur l'accélération du monde, à l'âge qu'ils ont ? Ils sont capables d'exercer un contre-pouvoir au CEO ? Vous le pensez sérieusement ? Ils sont capables de comprendre, ils n'ont même pas de profil Facebook et ils pensent qu'ils sont vraiment dénaturés parce qu'ils ne l'ont pas. Pourtant, ils sont là. Il y a un vrai sérieux problème de gouvernance aujourd'hui dans un monde qui va à toute allure. Parce que Ken Olsen, il n'a eu aucun contre-pouvoir. Il les a tous emmenés dans le mur. Parce qu'ils adoraient Ken Olsen. Mais ils n'avaient aucun esprit critique. Personne n'a cru à l'arrivée du PC. Je vais y revenir parce que ça rejoint le sujet de l'apprenance. C'est ça. C'est quoi l'ouverture au monde de vos dirigeants ? C'est quoi leur appétit de différent ? Quand je dis vos dirigeants, je parle de l'ensemble de votre entreprise, de l'ensemble des managers. Combien de vos dirigeants sont dans des cénacles
des clubs de réflexion de dirigeants, des think tanks, des gens qui prennent le temps de mesurer l'accélération du monde. Combien? Qui peuvent se rendre compte qu'il y a des changements considérables qui s'opèrent en ce moment. Et qu'eux, ils doivent anticiper. Et quand je pense aux dirigeants, je pense aussi aux actionnaires. Mais les actionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils déjeunent ensemble. Ils déjeunent. S'ils mettaient le nez dehors, ils rencontreraient des gens comme ça. Moi, je l'ai rencontré à l'UNESCO en 93. C'est un prix Nobel d'économie. Il y a Prigogine. Voilà ce qu'il dit. Il décrit en 93 le monde d'aujourd'hui. Le monde VUCA. Ça vous parle, le monde VUCA? Voilà. S'il mettait le nez dehors, mais il verrait ce que j'ai un peu évoqué à ceux qui étaient là hier matin, c'est que depuis 40 ans, il y a un tas de signaux faibles qui montrent effectivement la révolution de l'autorité. Et que cette révolution de l'autorité qui a démarré dans la famille, puis l'école, puis les institutions, elle est arrivée maintenant dans l'entreprise. Elle est arrivée dans l'entreprise où on ne peut plus exiger des gens de faire des choses qui n'ont pas de sens. Il verrait aussi, s'il mettait le nez dehors, à quel point le déferlement technologique des innovations est considérable. Nous, on emmène un comité de direction d'une boîte, d'un de nos clients, une grosse boîte, la semaine prochaine en Chine. On a élaboré le programme en août. On l'a réalisé en septembre. On est en train à nouveau de le réaliser. Une boîte de 30 000 personnes, qui va plutôt vite, qui est plutôt agile. Ça va à toute allure. Pendant ce temps-là, nos actionnaires déjeunent. Et eux? Et vous? Certains d'entre vous? Vous avez une relation au travail, une relation à la vie qui n'a plus rien à voir avec la mienne. Et c'est formidable. Mais il faut vous entendre. Il faut prendre en compte. Nous, on a été chez Key People parmi les premiers à faire venir des chercheurs sur ces sujets-là dans les années 2000. Il y a à peu près 19 ans, 20 ans. Mais franchement, il fallait avoir l'œil d'un lynx pour déterminer ces petits signaux faibles. On n'appelait pas encore ça les Y d'ailleurs. Mais c'était déjà quelque chose dans les tuyaux. Et ça pose un autre problème. C'est que face à ces défis-là, qu'est-ce qu'on a fait comme innovation managériale depuis 30 ans? Quel argent on a consacré à ça? Je vous pose la question. Pas grand-chose. Vous avez entendu hier, vous avez vu hier, le sondage là, de Korn Ferry. D'où va venir la performance des PDG interrogés dans le monde? 15% disent de l'humain et 85% disent non, des technos. Moi, ça m'empêche de dormir, ça. Donc la question, c'est ça. Comment on repense le leadership? C'est un mot compliqué en France, le leadership. Parce qu'on est tous Louis XIViens. On aime bien, au fond, le pouvoir absolu de gens qui nous dirigent, qui nous montrent la voie. Louis XIV, Napoléon, nos grandes écoles. Sauf que ça ne marche plus. Sauf qu'il faut réinventer la manière d'exercer son talent de leader. Sauf que la légitimité n'est plus donnée par le diplôme. On est dans un monde ouvert. On n'est plus entre Français. On est avec des Chinois, des Brésiliens, des Canadiens. On n'a rien à foutre qu'on a fait Polytechnique. C'est tous ces constats-là, c'est tout ce chemin-là qui m'a conduit à créer Key People. J'ai voulu faire, il y a 25 ans, une entreprise qu'on appellerait aujourd'hui une entreprise à mission. Je n'ai pas attendu la loi Pacte pour écrire la raison d'être de Key People. Si ça vous intéresse, vous irez sur le site. Mais on est vraiment là pour ça. On est là pour faire évoluer le monde, pour faire émerger une nouvelle
générations de dirigeants. Et donc, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut avoir les idées claires, il faut être tenace, il faut être surtout patient. Et donc, notre métier à nous, humblement, ce n'est pas de donner des conseils, c'est de mettre des petits cailloux sur le chemin des dirigeants pour qu'ils prennent par eux-mêmes conscience qu'ils doivent changer. Donc nous faisons de la catalyse. Nous sommes des enablers, nous rendons les choses possibles. Et donc notre métier, c'est de faire évoluer la vision des dirigeants pour les faire adopter des comportements nouveaux et pour que l'entreprise se transforme. Ça se fait à plusieurs niveaux et dans le temps. Alors quand je vous dis ça, c'est inaudible pour 85% d'entre eux. C'était très amusant d'ailleurs pour moi de voir le chiffre de 15% arriver hier dans l'étude de Korn Ferry, parce que chez nous on adopte le même pourcentage. Nous considérons qu'une promo qui sort de Centrale ou de l'école de commerce d'Amiens, il y a 15% d'atypiques, de déviants, de rebelles, de gens qui se posent des bonnes questions, qui s'interrogent pour savoir qui ils sont, qui veulent faire de leur vie, quelles responsabilités ils veulent exercer en humanité à la tête de leur entreprise. Ce sont souvent des gens passionnants, parce que plus ils vont vers la découverte d'eux-mêmes, et plus ils mesurent la béance de leur ignorance. Et plus ça les rend humbles. Et plus ce sont des hommes et des femmes absolument délicieux. Ça, c'est l'écosystème de Key People depuis 25 ans. Mais ça veut dire ça surtout. Ils sont authentiquement humains. Ils sont authentiquement investis dans l'enjeu humain. Ce n'est pas des mots. Ce n'est pas des éléments de langage, comme ça l'est quand même beaucoup aujourd'hui, puisque tous les dirigeants maintenant, ils ont découvert Twitter, les réseaux, LinkedIn, ils ont une DIRCOM qui leur souffle les bonnes phrases. Donc on retrouve à peu près ça maintenant. C'est très tendance, l'humain. Pas si simple. Alors nous, on a 3 métiers. Le premier, c'est d'avoir conçu dès le départ des cercles de réflexion apprenants pour des dirigeants qui veulent devenir de meilleurs dirigeants. Donc c'est de l'école. Ensuite, on a créé, à leur demande, une activité d'accompagnement de transformation culturelle et humaine. Donc on fait beaucoup d'accompagnement de COMEX dans des boîtes de plus en plus importantes et qui sont à s'interroger sur l'impact de la culture sur la performance. Et on a un troisième métier qui est un métier qui aussi nous a été réclamé par nos clients, c'est de challenger les formations habituelles inter ou intra pour créer des écoles complètement innovantes, apprenantes au métier de dirigeant. C'est l'Institut Télémac, qu'on a créé il y a une dizaine d'années. Mais ce qui nous guide, c'est ça. Il faut avant tout transformer les schémas cognitifs de nos dirigeants. C'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça ne se fait pas dans un séminaire pilule de 2 jours en juillet dans un château fort. Parce que si on veut sortir d'une mécanique taylorienne, ça prend du temps. Donc, si on veut obtenir une performance améliorée dans l'environnement d'aujourd'hui, ça passe par ça. Un chemin. Et ce n'est pas que le dirigeant, c'est le dirigeant, son COMEX, son N-1 COMEX, les managers de proximité. C'est un énorme travail d'embarquement sur une nouvelle vision du monde. Mais ça commence par un dégrafage d'une vision du monde ancienne, qui n'a plus cours. Il ne faut pas griller les étapes. Alors, nous avons monté il y a 25 ans un observatoire au service des dirigeants. Ça, c'est les 5 piliers que l'on considère comme essentiels pour nous, nos contenus. C'est ce qui empêche un dirigeant de dormir la nuit. C'est ce qui devrait empêcher un dirigeant de dormir la nuit. Je ne vais pas le détailler, mais c'est beaucoup de sujets. Et c'est une trame qui fonctionne très bien depuis 25 ans, parce qu'elle est au cœur de leurs préoccupations. Alors ça, c'est une référence. On travaille beaucoup avec ces boîtes-là et avec les états-majors de ces boîtes-là. On est très discret, puisqu'on a attendu 25 ans pour avoir un site internet. On l'a mis en ligne il y a 1 mois.
Alors, il paraît que ça s'appelle l'économie de la recommandation, on ne savait pas. Mais nous, on se développe en réseau depuis 25 ans. Mais on travaille sur une logique de 15%, ce qui fait qu'on est peinard, quoi. On est des gens de qualité, on se développe comme ça que par bouche-oreille, et ça nous va très bien. Et puis on a développé des partenariats parce qu'on a toujours à cœur de continuer sur notre lignée du départ, notre besoin du départ, c'est-à-dire faire naître une nouvelle génération de dirigeants. Ce qui fait qu'on a signé un partenariat avec HEC il y a 14 ans. Ce partenariat, il est autour d'un programme qu'on a fait sur mesure qui s'appelle « Être entrepreneur de soi et de son projet ». On a été les premiers à introduire du développement personnel en dernière année d'une grande école en France. La majeure HEC Entrepreneur qui nous accueillait a fusionné avec la majeure entrepreneur de Polytechnique. Aujourd'hui, on a 110, 120 étudiants. Et c'est un module formidable. Il y a une dizaine de coachs sur ce programme. Il y a du coaching collectif, il y a du coaching individuel, il y a des conférences, il y a du codev. Et on fait ça depuis 14 ans. On leur fait gagner beaucoup de temps. C'est le module le mieux noté de l'année. Il dure 5 jours. Et c'est le module plébiscité d'année en année par les étudiants qui font le master, qui payent certaines sommes pour s'inscrire dans le master. Ils savent que c'est dans le programme. Je vais revenir sur le programme Cruzamento. Et puis on a aussi contribué, on est partenaire d'un certain nombre de think tanks, mais on est aussi le partenaire de Entreprises et Progrès, qui est un think tank qui a été créé il y a 50 ans. Et ce programme a fait naître une réflexion sur l'impact de l'ère numérique sur le leadership des dirigeants. C'était en 2015, et on s'est rendu compte que personne n'avait vraiment vu que le sous-jacent de la révolution numérique, c'est la révolution culturelle, portée par les dirigeants. Et ça, cet ouvrage-là, du coup, à notre grande surprise, à l'intérieur de ce think tank, Entreprises et Progrès, on est en rupture de stock en permanence depuis 3 ans. Et on fait des conférences toute la France autour de ce sujet, l'impact de l'ère numérique sur le leadership, la nécessité du dirigeant de changer de comportement. Voilà. Pardon, j'ai tout cassé. Alors, Cruzamento, pour terminer, c'est un programme d'apprentissage croisé dans lequel vous voyez mieux la nécessité pour nous de faire tomber les frontières entre les mondes. Donc, c'est dans la logique des autres programmes. Merci. Donc c'est un programme qui est là pour faire changer de posture ou de faire construire une nouvelle posture de leader dans un monde qui évidemment est chahuté, qu'on appelle le VUCA World, ça vient des militaires. C'est un programme qui se déroule sur une dizaine de mois. C'est un programme qui a pour matière d'être enrichi par des conférenciers, philosophes, théologiens, anthropologues, sémiologues, sociologues, historiens d'art, encadré par des coachs, complété par du coaching individuel, par du codev, par des profils psychologiques. Donc c'est un programme complet. Je parle sous le contrôle d'Antoine. Je confirme. Voilà. Donc c'est un itinéraire apprenant et réjouissant. On ne prend pas la tête, mais on chemine doucement vers cette conscience qu'il faut passer peut-être des aptitudes aux attitudes, des certitudes aux convictions, se construire de plus en plus de convictions, avoir une culture générale plus grande, compréhension plus systémique des environnements. Donc c'est un chemin qui ne fait que perdurer, il faut continuer, mais c'est une initiation à ce type de démarche. Voilà. Alors je termine là-dessus, nos fondements pédagogiques, merci. Retrouver l'esprit des humanités, ça a toujours été pour nous vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se projette dans l'ère numérique qu'il faut oublier d'où nous venons. Et c'est l'atout de l'Europe. Et moi, ça me navre aujourd'hui de voir une absence complète de conscience de l'Europe par rapport à d'où elle vient. Elle a un rôle à jouer dans le concert des nations, dans la mondialisation. Merci. C'est aussi faire que on oublie cette formatage de nos grandes écoles, je parle des dirigeants, pour être des apprenants. Et ça, c'est Robert Papin qui disait ça, qui a créé HEC Entrepreneur il y a 50 ans. Il est retraité maintenant, mais pour être un bon dirigeant, il faut avoir autant envie d'apprendre que d'entreprendre. C'est aussi, oui, allez-y, c'est adopter en permanence cette posture d'explorateur, s'intéresser à tout, ouvrir les chakras, même quand on est en train d'attendre son dentiste,
On doit regarder, même si c'est un magazine féminin alors qu'on est un homme, on peut trouver une idée. Tout le temps, on trouve des idées partout. Et donc, tous les moyens sont bons d'être en permanence en stade de curiosité, d'absorption, etc. C'est ça l'apprenance. C'est aussi ça l'apprenance. C'est aussi sortir un peu des schémas mentaux dans lesquels on est tous plus ou moins emprisonnés. C'est pour ça que la différence dans les situations de crise, dans les situations concurrentielles, elle se fait souvent dans la culture générale. Parce que la culture générale, quand on la regarde, elle a des ressorts infinis. Infinis. J'en ai écrit là une page, mais on pourra en mettre une deuxième page. Merci. Et je cite Hannah Arendt, c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Et moi, je pense que si elle vivait encore, elle dirait ceci: notre salut dépendra de l'éducation et de la culture. Je pourrais rajouter l'apprenance, mais ça dit un peu la même chose. Voilà. Le management conduit, la culture générale conduit au management humain, c'est Erasme qui le dit avec ses mots à lui. Donc c'est tout bonus, faut le prendre. Ensuite, nos fondements pédagogiques, on s'appuie sur des experts de toutes les disciplines. Tout est bon à prendre dans ces milieux. La biologie, l'histoire de l'art, la littérature. Un jour, j'ai rencontré je termine, 2 slides. J'ai rencontré un littérateur, un homme de littérature qui montrait un bouquin dans un salon de livres. Et je suis allé le voir après, je lui ai dit, ça fait quand même 1 heure que vous parlez de l'audace. Évidemment, il venait de réécrire L'île au trésor de Stevenson, à sa manière. Alors il me dit, mais pourquoi vous me demandez ça? Je lui dis, parce que l'audace, c'est un mot qui a disparu dans les entreprises. On est dans les KPI. Alors je lui explique, il ne connaît pas l'entreprise. On est dans les KPI, on est dans le bottom line, on est dans l'urgence, on est dans les ERP, etc., etc. Il n'y a plus d'audace. Et en même temps, il y a des discours paradoxaux des DG. Prenez des risques, hein. Soyez audacieux. Cet homme-là est devenu en fait un de nos intervenants. Il est professeur en hippocampane d'un grand lycée parisien. Il a une autre identité que d'être seulement un auteur. Et il intervient sur l'audace devant des comex. Pour vous dire qu'il y a un malaise après. Hein. Parce qu'on anime tout ça avec des coachs, on ne les lâche pas. 1h30 de conférence, 3 heures d'atelier derrière, avec le comex, président en tête. Monsieur le Président, quelle part d'audace vous tolérez dans vos équipes? Modifier son regard, ça c'est aussi un pilier formidable de l'apprenance, c'est la métaphore. Nous, ça fait 25 ans qu'on a introduit ces méthodes pédagogiques très puissantes parce qu'il y a des métaphores dans tout. Et ça a beaucoup plus d'efficacité pour les cerveaux cartésiens que des explications technico-scientifiques classiques. Voilà, merci. Merci Philippe.